Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour cette invitation, André Bellon. Donc, je suis Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Paris Panthéon-Assas, également président du conseil scientifique de la Fondation Res Publica, qui est très très bien représentée sur cette première table ronde. Peut-être pour répondre un peu à ta question et pour essayer de pousser un peu les réflexions qui ont déjà été bien, je dirais, débutées par les deux premières interventions, essayer de poser la question de la nature de l'objet de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne, c'est une organisation internationale, ou est-ce que l'Union européenne, c'est une sorte de proto-fédération? Si on veut arriver à répondre à cette question, il faut se poser la question de c'est quoi la différence entre un État fédéral et une organisation internationale. Il y a deux principales différences. La première différence, c'est que dans un État fédéral, vous pouvez vous voir imposer en tant qu'État fédéré des modifications de la loi fondamentale, de la Constitution auxquelles vous n'avez pas consenti. Aux États-Unis, une majorité des États peuvent ratifier une révision constitutionnelle, mais si la Californie est la seule à dire non, eh bien tant pis pour elle. Pour un traité international, y compris pour les traités constitutifs de l'Union européenne, il doit y avoir une révision à l'unanimité. Premier élément. Deuxième élément, un État fédéral, c'est un État. C'est pas seulement un État d'un point de vue juridique, c'est un État d'un point de vue matériel également. Un État du point de vue matériel, c'est quoi? C'est pas seulement des fonctionnaires, c'est des fonctionnaires qui font appliquer les règles. C'est des juges fédéraux qui vont juger les affaires de droit commun. C'est des percepteurs pour prélever les impôts. C'est des soldats. C'est potentiellement une police fédérale. Bref, tout pour faire que les décisions qui sont prises par l'État fédéral peuvent être appliquées, même si un État fédéré ne le veut pas. Aujourd'hui, quand l'ami Donald fait les gros yeux et dit que potentiellement il pourra envoyer la garde nationale, il y a cette idée-là, si vous voulez. L'Union européenne n'est pas, en la matière, un État au sens matériel. Alors oui, il y a des juges à Luxembourg, oui, il y a des fonctionnaires européens à Bruxelles, mais clairement, si demain on fait comme s'il n'existait pas, il n'existe plus. Alors que si vous êtes en Californie et que vous dites que vous ignorez l'État américain, il se rappellera à vous. Ça, c'est fondamental pour comprendre combien la question de la primauté du droit européen est, je dirais, substantielle dans la manière dont se construit et se pense l'Union européenne. Parce que l'Union européenne ne se pense pas comme une organisation internationale classique. Alors je sais qu'il est à la mode, mais ce n'est pas le Mercosur, si vous voulez. C'est une organisation extrêmement intégrée à visée politique, mais qui ne repose que sur le droit, qui ne repose que sur une construction juridique et qui attend de la part des États membres qu'elle se plie à cette construction juridique. Et en effet, le juge européen de droit commun, qui est le juge national, et ça a été évoqué plusieurs fois, quand on a notamment parlé de Nicolo et Jacques Vabre, c'est ce juge-là qui fait que le droit européen s'impose effectivement. De même que c'est parce que les gouvernements et les administrations des États membres se plient à ces décisions-là que ça fonctionne, que vous avez une Union européenne qui est une union intégrée. Ça veut dire deux choses. Quelque chose en termes d'organisation et quelque chose en termes de dynamique. En termes d'organisation, ça veut dire que si vous n'avez plus la primauté du droit européen, l'Union européenne telle qu'on la connaît cesse d'exister. Quand on pose la question de comment est-ce qu'on peut sortir de l'organisation commune de l'Union européenne, il y a en règle générale trois voies. La première voie, c'est le Frexit. Ok, très bien, on s'en va. Au final, ça peut poser des questions géopolitiques. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une Union européenne viable sans la France. Mais bon, après tout, ça peut continuer. On a eu le Brexit, l'Union européenne continue sur les mêmes bases. La deuxième voie, c'est la voie qu'on appelle les opt-out, comme les Danois, comme les Suédois, comme naguère les Britanniques, comme dans d'autres domaines, les Irlandais, etc. Les pays hispaniques également, on peut obtenir des dérogations dans le cadre des traités. Ça, au final, c'est pas si gênant pour l'Union européenne. Parce que le droit européen continue à s'imposer, mais il s'impose avec des exceptions. On reste face à une logique de primauté du droit européen
même si elle est différenciée. Ensuite, il y a la troisième voie qui est celle qui a déjà été un petit peu évoquée, de réforme en France l'article 55, c'est-à-dire de remettre en cause d'un point de vue interne la primauté du droit européen. Et ça, c'est fatal pour l'Union européenne telle qu'elle se construit en réalité, parce que tout d'un coup, vous remettez en cause ce qui fait, encore une fois, sa sève, son organisation, je dirais son ADN. Tout d'un coup, l'Union européenne n'est plus qu'une organisation internationale lambda. Et ça change fondamentalement la donne. Et on parlait des juges constitutionnels. Pourquoi est-ce que malgré le fait que, pour Karlsruhe, pour le Conseil constitutionnel, malgré tout, en effet, il y a tout de même, on a inventé l'identité constitutionnelle de la France, on n'en a rien fait en 2006. Pourquoi ça fonctionne quand même ? Parce que les juges constitutionnels, même qu'ils ont un peu plus de courage, je suis d'accord avec Marie-Françoise, Karlsruhe avait un peu plus de courage que les autres, mais ils remontent le col, ils remontent les épaules, ils disent attention, la Constitution est supérieure, et fondamentalement, ils n'en font pas grand-chose. Ils disent la prochaine fois, attention, on se fâchera. Si je suis sur le modèle français, l'identité constitutionnelle de la France, de mémoire, décision du Conseil constitutionnel en 2006, c'est un fantôme. 2004 peut-être, sûrement. On a découvert enfin une substance à cette identité constitutionnelle qui est en gros la non-délégation de missions de police administrative au privé. Alors déjà, on n'arrête pas d'y déroger d'un point de vue interne, j'avais fait un article en droit administratif il y a quelques années là-dessus, et deuxièmement, quand le Conseil constitutionnel met une substance dans cette notion, c'est pour dire qu'en l'occurrence, la directive qu'il avait à contrôler était parfaitement raccord avec l'identité constitutionnelle de la France. Donc on a des juges internes qui disent attention, mais qui ne tirent au bout du compte jamais les conséquences de ça et ne déclarent jamais la guerre à la CJE. Les seuls qui l'ont fait, c'est les Polonais, et ça ne s'est pas bien passé. Donc aujourd'hui, il y a une forme de modus vivendi pour considérer que, en effet, y compris en matière constitutionnelle d'une certaine façon, et avant même la décision récente de la CJE, eh bien, il y a un ordre européen, un ordre juridique européen qui s'impose en tout point aux ordres juridiques nationaux. Et c'est là-dessus qu'est fondée l'Union. Pour ce qui est de la dynamique, et j'arrêterai là, la CJE, en effet, se comporte comme une cour constitutionnelle d'un État fédéral. Et ça, c'est fondamental, c'est ce que tu évoquais un peu tout à l'heure. Prenez les États-Unis. Comment se sont centralisés les États-Unis ? À l'origine, les États-Unis ne sont pas du tout centralisés. Au XIXe siècle, etc., l'État fédéral américain est un État anémique, résiduel. L'un des facteurs de centralisation des États-Unis, c'est la jurisprudence de la Cour suprême, avec notamment deux théories qui sont la théorie du commerce et la théorie des compétences implicites. Vous avez une compétence au niveau fédéral, il faut bien que la compétence au niveau fédéral soit assumée. C'est pour ça que la subsidiarité qu'on a introduite dans les traités européens ne sert à rien. Le principe de subsidiarité, tout le monde s'émerveille dessus, ça n'a aucune valeur fondamentale. Aux États-Unis, si vous donnez la compétence militaire à l'État américain, il faut bien qu'il amène ses tanks de la Californie à la côte Est pour envahir le Groenland. Si jamais il a une compétence militaire, il a une compétence transport. Il faut bien qu'il construise les tanks, ce qui signifie une compétence industrielle. Ce qui implique par ricochet une compétence qui est également une compétence en matière sociale, en matière de santé. Et donc, in fine, votre État fédéral intervient dans tous les domaines. Quand vous avez une logique de fédéralisation par le droit, cette logique conduit in fine à nier ce qui est le fondement même d'une organisation internationale, c'est-à-dire un principe de spécialité. Des États ont délégué un certain nombre de compétences qu'ils peuvent toujours théoriquement récupérer, et ils l'ont fait de manière limitative. Ça, dans le cadre d'un droit fédéral, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas aux États-Unis. Ça n'a pas non plus fonctionné en Allemagne. En 2003, les Allemands ont repris ont voté une loi pour redonner du pouvoir aux Länder, étant donné qu'ils considéraient que Karlsruhe avait été trop loin dans la centralisation. Donc on vit aujourd'hui un peu ce même phénomène. On n'est pas face à une structure fédérale, mais malgré tout, on a une logique juridique qui, elle,
est devenue fondamentalement celle d'un État fédéral, d'où une forme de contradiction, parce que dans un État fédéral, en règle générale, il y a également quelque chose qui s'appelle la représentation populaire et la démocratie qui fonctionne bien. On ne va pas ici parler des institutions de l'Union européenne, mais elles n'ont pas été pensées comme celles d'un État fédéral ou d'un État démocratique. Elles ont été pensées comme celles d'une organisation internationale, et forcément, ça crée crise de la démocratie, et ça sera la prochaine table ronde qui aura à en connaître.